Donc, sans plus attendre, nous allons passer à la discussion de panel. J'espère que Daniela restera avec nous. Nous avons également trois autres personnes qui nous viennent de différents endroits de la planète, le Paraguay, l'Équateur. Donc, je voudrais demander aux quatre membres du panel de s'afficher à l'écran si possible. Les voilà. Nous avons Daniela Tilbury, Rekha Faza, qui est dirigeante de l'Initiative pour les nouvelles économies. Ensuite, hmm, je vais donc essayer de présenter tout le monde, mais Daniela Tilbury, nous vous connaissons. Quelques réflexions vraiment intéressantes. Euh, Est-ce que l'enseignement tel que nous le faisons, est-ce que c'est du greenwashing, du verdissement? Est-ce que l'on doit faire les choses différemment? Finalement, quel est le rôle des éducateurs? Comment changer quand on ne sait pas vers quoi on tend? Donc, ce sont différentes choses que nous allons aborder. Et pour moi, il s'agit vraiment de points particulièrement importants. Et est-ce qu'on a encore besoin d'une classe finalement? Ou est-ce que c'est finalement trop désuet? Alors, je vais d'abord vous laisser réfléchir sur ces quelques points. Ensuite, je voudrais passer à Madame Rakafada, qui vient de la Fondation Moïse au Paraguay. Vous avez plusieurs écoles où ce genre de processus peuvent être mis. Alors, Raquel Frata, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes et ce que concerne votre projet? Eh bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est un honneur pour moi d'être avec vous à cette conférence depuis le Paraguay, virtuellement, bien sûr. Il est 9h45 ici au Paraguay. Je sais que pour vous, c'est l'après-midi. Donc, merci beaucoup à Educate Belgium de m'avoir invité. Merci également à tous ceux qui nous ont rejoints, que ce soit à distance ou à Bruxelles. Alors, je suis euh, très intéressée à vous présenter tout ce que nous avons fait. Donc, je m'appelle Raquel Frata. Je viens de ce formidable pays qui est en plein milieu de l'Amérique latine, le Paraguay. Je suis donc leader des initiatives pour les nouvelles économies à la Fondation Moïse Bertoni. Il s'agit donc d'une organisation à but non lucratif qui se concentre sur la conservation de la nature, l'éducation et le développement durable. Alors, j'ai conçu et j'ai mis en œuvre des projets qui se concentrent sur la durabilité, sur l'éducation, mais également sur des projets qui aient des dimensions économiques, sociales et environnementales, des valeurs sociales et environnementales, hum, notamment la réserve de l'UNESCO et dans d'autres régions où nous travaillons au Paraguay. Alors, avant de rejoindre cette fondation il y a 10 ans, j'ai étudié aux États-Unis et je suis diplômée d'un master en politique. Je suis très fière de dire que je travaille avec les populations vulnérables aussi aux États-Unis, notamment les mères célibataires, les personnes sans abri. euh, et donc, je sais ce que ça signifie d'être un travailleur migrant, d'être vulnérable ou d'être une maman solo. Donc, c'est ainsi que je voudrais vous partager tout le travail, les pratiques que nous avons faites à cette fondation et là où sont finalement nos défis dans le domaine de l'éducation en se concentrant donc sur le développement durable. Raquel, nous avons quelques images dans le Mentimètre. Je pense que c'est l'un des projets. C'est l'un des projets que vous avez mis sur pied. Alors, voilà, il y a trois images. Normalement, vous devriez les voir sur votre écran. Alors, que voyons-nous ici? Donc, c'est la forêt Baracayou, la réserve forestière Baracayou. C'est donc à l'est du Paraguay. C'est une réserve privée
qui fait 6 fois la taille de la capitale du Paraguay, Asunción, probablement le lieu où il y a le plus de biodiversité dans le pays. Et dans cette réserve forestière, nous avons une école, un internat pour les jeunes filles indigènes qui donc maintenant entre 15 et 18 ans. Donc elles font les 3 dernières années secondaires à cette école. D'accord. Donc ça, c'est l'internat, j'imagine. Oui, effectivement, c'est l'internat. C'est le centre éducatif de Paracayú qui a été donc créé il y a une dizaine d'années dans le cadre d'une stratégie de conservation. Pourquoi? Eh bien, il s'agit de l'une des dernières forêts qui restent dans cette région. Donc, toute la question était de savoir comment la protéger à long terme. Il s'agit donc de forêts primaires, d'hectares de forêts primaires. Comment la protéger quand on sait que la conservation ne peut plus se faire sans la communauté? Donc, finalement, l'école a été créée dans le but d'intégrer les communautés dans cette recherche de conservation. OK. Par rapport à ce que Daniela a dit juste avant, il faut être tourné vers l'avenir d'une manière ou d'une autre. Ici, je vois vraiment une vision d'avenir où des jeunes femmes indigènes ont un rôle essentiel à jouer dans cet avenir. Est-ce que c'est ainsi que les choses se sont créées pour vous? Oui. Et je voudrais revenir sur ce que Daniela a dit. Nous devons aider à créer des alternatives pour l'avenir. C'est exactement ce que l'on fait ici. On va remettre ceci en contexte. La forêt se situe dans une région où il y a beaucoup d'adolescentes, de mères adolescentes. La situation n'est pas très positive. Donc, l'idée est de savoir comment changer cet avenir, comment changer l'avenir de ces jeunes femmes qui n'ont pas accès à un enseignement de qualité, comment leur permettre d'avoir un avenir. Donc, ici, cette école a été créée dans le but euh, de permettre à ces jeunes femmes indigènes de devenir actrices du changement, voir comment elles peuvent changer leur avenir, comment elles peuvent changer leur communauté. Fantastique. Daniela, dernière chose. Daniela, avez-vous entendu parler de cette initiative, l'initiative de Raquel? Oui, j'ai déjà rencontré Raquel dans d'autres conférences. Est-ce que c'est l'approche vers laquelle vous voudriez tendre ou est-ce effectivement l'approche en tant que telle pour changer finalement? Bien, je ne sais pas exactement ce qu'ils font. Je connais l'objectif. Je peux commenter sur cet objectif, mais je ne sais pas si euh, les jeunes sont orientés vers l'avenir. Je sais que c'est de l'aspiration en tout cas, mais en tout cas, ce qui est l'apprentissage de tous les jours et, et comment cet apprentissage peut être différent ou pas, je ne sais pas. Mais c'est là finalement que se trouve tout l'aspect important. Et de cela, je n'ai pas encore entendu parler jusque-là. D'accord, ce sera particulièrement intéressant d'en parler au cours de la session du panel. Merci beaucoup, Raquel. Merci pour cette introduction. Alors, je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, mais nous avons d'autres membres du panel. Alors, je vais me tourner vers Cecilia Faca-Jones, euh, qui est donc euh, report- rapporteur de Ed Heroes. Oula, l'interprète s'excuse, mais le son de Cecilia est particulièrement mauvais. Donc, je voudrais partager mes connaissances, mon expérience, notamment au niveau du développement de la petite enfance. Quand on parle de l'éducation, on oublie que c'est un processus qui doit commencer
très tôt si l'on veut avoir un impact. Je suis d'accord avec la plupart des choses que Daniela a dites. Et donc, si on peut commencer tôt dans l'avenir, on peut avoir un impact majeur. Alors, tous les membres du panel doivent partager une partie de leur histoire. Donc, je travaille depuis 16 ans. Donc, je viens de rentrer dans mon pays, l'Équateur. Quand on regarde mon profil LinkedIn, je suis actuellement une exploratrice de la vie. C'est ma manière préférée d'apprendre. Il s'agit donc de comprendre à quel point il est important d'être en contact avec l'environnement. Avant de travailler pour la Fondation, je travaillais pour le ministère du Développement en Équateur. Et donc, je voudrais vous parler de ce ministère important. J'étais donc responsable de coordonner le ministère de l'Éducation, du Logement, des Affaires sociales, des Sports et de la Santé. Et donc, nous devons là nous assurer de promouvoir un système complet. J'espérais pouvoir partager un petit peu mon expérience sur les politiques publiques afin de voir comment on peut finalement envisager le changement climatique de façon transversale dans les différents domaines. Merci. Alors, il y a également quelques photos que vous nous avez envoyées. Bon, pas toutes. Je pense que vous en envoyez 7 ou 8, je ne me rappelle plus exactement. Mais voici en tout cas la première. La nature montre la voie. Des jeunes enfants, très jeunes. Pourquoi avez-vous mis cette photo? Eh bien, au cours de la pandémie, ce qui est ressorti, c'est l'importance que les enfants soient en contact avec la nature. Et une partie de l'apprentissage, de la préservation de la nature vient du fait de profiter, d'être dans cette nature. Et donc, les enfants doivent être en contact direct avec la nature. Nous avons beaucoup d'expérience au sein de notre fondation. Nous avons lancé un ensemble qui traite des effets du changement climatique sur le développement des jeunes enfants. C'est très important pour le développement physique et mental des enfants d'être en contact avec la nature. Oui, c'est finalement un peu le carton que Daniela a montré dans sa présentation. Et celui-ci, Design for People, conception pour les gens. Eh bien là, si on regarde la vie ou la ville du point de vue d'un enfant de 3 ans, eh bien, qu'est-ce que l'on peut faire pour rendre cette ville plus créative? Je pense qu'il est important de prioriser les espaces pour les gens. Plutôt que d'avoir beaucoup d'espace public pour les voitures, eh bien, il faut avoir beaucoup d'espace pour les gens. Et donc ici, si nous voulons véritablement créer cet espace où les gens peuvent se retrouver, où nous avons cette infrastructure verte, eh bien, nous aiderons à diminuer ou en tout cas à apporter quelques solutions pratiques par rapport au changement climatique. D'accord. Si on regarde donc, si on prend ce principe des 95 centimètres de la taille d'un enfant de 3 ans comme principe directeur, eh bien cela peut être tout à fait intéressant. Merci beaucoup donc Cécilia pour cette introduction. Nous avons donc maintenant la dernière, mais non la moindre, Cécile Martha Rips, directrice de la Francophonie pour le développement durable. Vous avez donc la parole. C'est vraiment très apprécié, Ruben. Merci aussi aux organisateurs de nous avoir invités. Je suis Cécile Martin-Phipps, je représente l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Cet institut fait partie de la grande famille de la francophonie, dans lequel il y a aussi un institut qui est dédié à l'éducation et la formation, qui est basé à Dakar.
Et qu'est-ce que c'est que la francophonie? La francophonie, c'est 88 États et gouvernements membres qui sont situés à peu près sur les 5 continents, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, et qui travaillent ensemble en solidarité pour justement faire progresser ces enjeux et notamment la question de l'éducation à l'environnement. Donc là-dessus, bien sûr, les deux instituts, celui de l'éducation et de la formation qui est basé à Dakar et le nôtre, basé à Québec, on travaille ensemble à réfléchir comment faire en sorte que on puisse renforcer les outils à la fois des enseignants sur l'éducation au changement climatique, l'éducation à limiter les déchets, qu'est-ce que c'est que l'économie circulaire, euh, mais également répondre aux enjeux qui sont ceux évoqués par Daniela, mais aussi par Raquel, de ces enfants qui sont aussi soumis aux aléas du changement climatique, ou même à ses impacts directs, et qui ne peuvent pas aller à l'école de ce point de vue-là. Donc, qu'est-ce qu'on apporte comme réponse? On n'a D'accord. pas encore toutes les solutions, mais ce qui est intéressant à la francophonie, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de bonnes pratiques qui viennent de plein de pays différents. Et je vais vous donner l'exemple d'Andorre. Andorre est un petit pays que beaucoup de monde a du mal à placer sur une carte, qui est entre la France et l'Espagne. Et ce petit pays, à l'heure actuelle, est très innovant parce que quand il y a une loi sur l'environnement qui est en cours d'écriture, ou quand il y a une initiative en matière d'environnement ou de gestion des déchets typiquement qui est en cours d'écriture, la ministre de l'Environnement va discuter avec sa collègue ministre de l'Éducation pour faire en sorte que les enseignants puissent aussi éduquer les enfants à cette loi, leur faire comprendre quel est l'intérêt de cette loi derrière. Alors, peut-être qu'on peut appeler ça du greenwashing, mais je pense que c'est intéressant aussi de donner les outils à nos enfants très, très tôt sur ce que c'est que le développement durable, si on veut ce sursaut, ce leapfrog en anglais, de notre monde très linéaire, où on ponctionne nos ressources et ça atterrit à la poubelle à 90% et non durable vers un monde directement plus durable, ben, il faut accroître l'éducation au développement durable et au changement climatique dès l'enfance. Donc à l'heure actuelle, jusqu'à présent, on s'était beaucoup focalisé à l'Institut de la francophonie pour l'environnement et le développement durable sur les décideurs et puis sur les acteurs privés et publics. Et maintenant, on s'aperçoit que notre francophonie, elle est composée à 70% de jeunes qui ont moins de 35 ans. Donc, si on ne propose rien comme éducation à l'environnement à cette jeunesse montante, à cette jeunesse naissante, on va complètement passer à côté de ce sursaut que nous souhaitons vers un monde plus durable. Et c'est pour ça Et, que... et- Oui, pardon. oui, et de quelle manière l'intervention, la présentation de Daniel Tilbury vous a fait remettre en question certains principes sur lesquels vous travaillez, par exemple? Est-ce qu'elle a remis en question certaines choses? Non, pas remise en question, c'est plutôt en fait un enrichissement. Un enrichissement parce que ce que nous recherchons, c'est vraiment de recenser toutes les bonnes pratiques qui existent dans notre francophonie et on ne les connaît pas tous, on est en train de faire ce travail. Donc c'est aussi un appel que je lance. Je vous en prie, envoyez-nous vos bonnes pratiques en matière de matériel pédagogique, de kits pédagogiques, que ce soit sous des différents formats, des bandes dessinées, des vidéos, des capsules TikTok, n'importe. Tout est bon à prendre. On cherche aussi à faire en sorte que notre programme qui s'appelle Élan, qui est un programme d'éducation et de formation aux enfants, notamment dans nos pays francophones d'Afrique subsaharienne et de l'océan Indien, est une composante sur le développement durable et l'environnement. Et Élan
est intéressant parce qu'en francophonie, on n'est pas en train de promouvoir le français à tout prix. Ce que l'on cherche à faire en sorte, c'est aussi de donner des outils à ces enfants pour une meilleure littératie. Et on s'est aperçu que cette littératie va être meilleure en français si on commence en fait à éduquer nos enfants dans leur langue maternelle. Mais D'accord, on n'a pas d'accord. besoin, OK. tout dépend de quel matériel pédagogique matériel pédagogique vous utilisez. Typiquement, au Canada, ici, il y a une blague parce que les enfants commencent en maternelle à apprendre à lire sur un livre qui s'appelle The Chicken is Crossing the Road. Bon, c'est franchement pas très utile dans la vie réelle. Vous pourriez avoir le même livre pour apprendre à lire et qui vous dit comment éteindre la lumière en sortant ou comment recycler Voilà, ses déchets. donc en fait, vous recherchez des bonnes pratiques qui, en fait, renforcent un peu l'exposé que Daniel Tilbury a fait aussi dans How the Chicken is Crossing the Road. C'est pas très, on pourrait le faire beaucoup plus orienté vers le futur, quel futur aimerait-on avoir, etc. etc. On a trois pièces, trois sujets que l'on aimerait aborder pendant pendant ce panel. J'ai déjà, voilà, le premier sujet est un peu la place changeante de l'éducation dans un monde en changement. Quelque chose que Daniela a beaucoup déjà, sur lequel Daniela a beaucoup présenté. Et une première question, si nous avons besoin de changer la position de l'éducation dans ce monde changeant, de quoi avons-nous besoin? Un focus plus important sur les bases. Je crois que c'est Mona qui nous avait montré un peu l'urgence dans laquelle on se trouve au niveau aussi des enfants ou des élèves qui ne reçoivent pas suffisamment d'éducation. La manière d'engager la communauté, dans la communauté, le fait d'engager la communauté autant que par exemple les élèves et d'expérimenter avec beaucoup plus de formes radicales, à votre avis. Si on doit changer la position de l'éducation dans ce monde changeant, que faudrait-il faire? So we see that, and I'm switching into English again. Alors, je repasse à l'anglais parce que je vais poser la toute première question à Daniela à cet égard. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je repasse à l'anglais. Donc, vous pouvez voir quelles sont les réponses que nous avons reçues. Alors, est-ce qu'on pourrait laisser le transparent par rapport aux résultats à l'écran afin que Daniela puisse s'enquérir des résultats? C'est très, très intéressant. Et la question que vous posez, Stéphane, me semble des plus intéressantes. Alors, je ne sais pas pourquoi il faudrait que les trois soient en compétition et soient en concurrence. Nous pourrions très bien faire les trois en même temps, impliquer la communauté, les élèves, en revenir au b.a.-ba et au fondement et avoir une approche peut-être radicale. La question me semble quelque peu étrange parce que si nous voulons faire face au changement, si nous voulons imprimer ce changement et permettre à ces nouvelles formes d'émerger, nos jeunes et nos jeunes adultes également doivent pouvoir comprendre le b.a.-ba de tout cela. On doit en revenir aux fondamentaux et c'est véritablement essentiel de se concentrer sur les autres aspects, avoir des outils qui soient peut-être radicalement différents et puis enseigner au niveau de la communauté et des élèves. Je pense que l'un n'exclut pas l'autre et ici vous avez serré les trois aspects alors qu'ils pourraient très bien être embrassés de façon conjointe. Oui, et comment pouvons-nous investir dans le secteur de l'éducation? Donc vous avez dit que parfois il y a des juxtapositions, on a une espèce de millefeuille et il faut parfois faire des choix et ce sont souvent des faux choix que nous avons à opérer ici. Parce que vous venez de nous dire, on pourrait faire les trois en même temps. C'est en quelque sorte l'essence même de votre message. Alors, si nous ne le faisons pas, est-ce que c'est parce que nous n'agissons pas correctement, nous ne pensons pas ou nous ne développons pas une façon de faire cohérente? Oui, je pense que nous avons un scénario où nous avons des choses qui se produisent en utilisant des silos différents, où on fait appel à des zones différentes de notre
cerveau, alors que ces éléments sont connectés les uns aux autres. Et c'est le cœur du problème, c'est le nœud du problème. Les systèmes tels qu'ils existent et les façons de travailler font en sorte qu'on travaille par silos, si je puis dire. Et ce n'est pas ce type d'éducation qu'il nous faut. Il faut une connexion entre ces différents éléments. Et cela fait partie intégrante du changement que nous appelons de nos voeux. Et ce n'est pas radical, parce que dans la vie réelle, lorsque vous allez à l'école, vous vous rendez compte que les choses sont connectées. La façon dont vous mangez, dont vous vivez, dont vous interagissez avec autrui, ce sont des éléments qui sont partie intégrante de votre quotidien. Et souvent, les écoles et les universités ont tendance à serrer les choses en silos. Alors, donc, si je vous comprends bien, nous devrions peut-être le faire de façon beaucoup plus naturelle. En tout cas, c'est ce que souvent il est possible de faire. Alors, Raquel, comment est-ce que vous vous engagez par rapport à ces trois aspects dans vos établissements scolaires? Alors, je suis entièrement d'accord avec ce que Daniela vient de dire. Effectivement, nous avons une façon systémique de promouvoir l'apprentissage. Chez nous, par exemple, nous avons un programme qui repose, par exemple, sur l'éducation environnementale avec un lien très, très étroit, bien entendu, avec les communautés. Comment nous gérons, par exemple, notre quotidien. Donc, le matin, par exemple, nous avons la possibilité au niveau des élèves de participer à des projets qui sont basés sur l'apprentissage au sein de la communauté. Donc, nous avons une façon holistique et intégrée de procéder à cet apprentissage au niveau de la forêt, puisque la forêt devient en quelque sorte le cœur du projet, le cœur de la vie au sein de la communauté. Et dès lors, ça s'inscrit dans l'ensemble, si je puis dire. Donc, nous ne travaillons pas uniquement avec un tableau ou avec des manuels. Donc, au quotidien, si je puis me permettre de vous interrompre, à quoi est-ce que cela pourrait ressembler? Oui, donc c'est un internat, je vous l'ai dit d'entrée de jeu. Donc, nous parlons ici d'un internat qui a été construit au sein de la forêt, donc dans une zone purement rurale. Et là, vous avez de 30 à 60 élèves regroupés par année et on les répartit en petits groupes. Il y a un groupe, par exemple, qui est en classe, mais un autre groupe va faire du jardinage, va s'occuper du maraîchage, par exemple. D'autres vont s'impliquer dans d'autres projets qui seront déployés au cœur de la forêt. Donc, il y aura une rotation entre ces différents groupes. Et ce système de rotation que nous avons instauré nous permet également d'intégrer tout ce qui tourne autour du scientifique, du technique et de l'ingénierie et des mathématiques, ce qu'on appelle en anglais les compétences STEM. Donc, chaque fois, il y a alternance et rotation au niveau des différents groupes. Cécile, en ajoutant sur, vous voulez les bonnes pratiques, comment voyez-vous cette reconnexion peut-être avec la manière dont on vit l'humanité, donc de reconnecter un peu tous ces éléments ensemble? Est-ce que vous avez aussi cette approche dans Oui. vos programmes? Oui, tout à fait. En fait, on essaye de casser justement cet effet de silo. Nous, on le voit beaucoup hein, en matière environnementale, mais ça vaut pour l'éducation. On s'aperçoit qu'on a beaucoup compartimenté notre monde. D'un côté, il y a l'éducation, d'un côté, il y a l'environnement, de l'autre côté, il y a l'énergie, de l'autre côté, il y a l'eau, de l'autre côté, il y a l'agriculture. Alors qu'en fait, tout ça est interconnecté, ça s'appelle la vie. Ça s'appelle la vie et cette vie, il faut la protéger, il faut l'éduquer aussi. Il faut éduquer nos enfants à vivre cette vie au complet. Et quand on parle d'éducation à l'environnement et au changement climatique, quelque part, on parle en fait de revenir à des bonnes pratiques que nous avions il y a encore une centaine d'années. Parfois, dans certains endroits, ces bonnes pratiques, on les a encore. Et c'est pour ça que j'appelle à un sursaut, en fait, et que j'appelle à nos pays francophones à partager ces bonnes pratiques, parce qu'on a perdu dans beaucoup de pays cette connexion à la nature qui est essentielle. La planète est là depuis des milliards d'années, elle nous survivra. Nous, peut-être pas. C'est à nous, justement, de nous reconnecter à ces bonnes pratiques d'avant. Et pour ça, il faut qu'on éduque nos enfants en conséquence. Si on les éduque à monter dans un 4x4, est-ce que ça ne va nous, pas marcher. est-ce que nous, en tant qu'adultes, est-ce que nous, on est capable de le faire? Est-ce que nous, on a les compétences nécessaires pour pouvoir faire ce changement, pour pouvoir
parce que nous, on a été éduqués dans la manière où les silos ont été, c'était normal, on mettait tout dans des cases. Donc, est-ce que nous, on est capable de le faire? Qui est Je capable de le crois faire que de oui, bonne manière? je crois que oui, on nous a compartimentés, mais fondamentalement, l'être humain n'est pas compartimentalisé. Fondamentalement, l'être humain est un être d'échange et de connexion. Donc, à nous d'aller rechercher ça. C'est effectivement plus facile d'être un gros spécialiste dans son secteur, mais fondamentalement, on est des êtres d'échange. Donc, à nous de rechercher ça. Et je pense D'accord. que c'est là où il faut qu'on soit vigilant en matière d'éducation, parce qu'il me semble que les apports bénéfiques qu'apporte le numérique ont aussi un gros désavantage, c'est que les algorithmes derrière nous poussent encore plus à compartimentaliser notre monde. OK. Merci. Thank you, Cecilia. Last but not least, for you, how do you view that? Merci beaucoup, Cécilia. Comment envisagez-vous tout cela? Vous allez me dire, nous avons déjà fait beaucoup de choses différemment. Alors, nous avons tenté, nous aussi, de notre côté, d'éduquer les uns et les autres de façon différente. Mais vous, comment essayez-vous d'effectuer cette connexion entre les différents éléments? Bien, en ce qui me concerne, la chose la plus importante a déjà été mentionnée par mes collègues. Mais si on repense à cette perspective de l'environnement, je crois qu'il est important, effectivement, de créer un système pédagogique qui est beaucoup plus holistique dans sa façon de dispenser son enseignement. Et nous l'avons constaté, il faut le faire dès le plus jeune âge. Nous parlons des plus jeunes dans la population et c'est très, très important de se focaliser là-dessus. C'est un travail que nous avons mené à bien dans le cadre de certaines villes. Il est important de promouvoir de bonnes connexions au niveau des villes. Il est important de permettre aux enfants d'explorer en permanence, de s'alimenter de tout cela en permanence. Et il est important de se dire qu'ils vont être confrontés à toute une série de défis. Un bébé qui vient au monde aujourd'hui va être confronté à pléthore de problématiques environnementales dans le cours de sa vie. Et c'est pour cela qu'il faut commencer dès le plus jeune âge. Il faut leur permettre de comprendre d'appréhender cet environnement dans lequel ils s'inscrivent et dont ils sont responsables. Et cela va leur permettre de créer, d'apprendre et d'évoluer. Et je pense que cela permettra peut-être d'avoir un environnement collectif qui sera différent. Quelques exemples concrets peut-être. Alors, j'ai constaté que beaucoup de personnes qui soutiennent le changement climatique sont des fervents partisans du fait que l'on cesse d'utiliser par exemple les véhicules pour se déplacer en ville, qu'on arrête d'utiliser sa voiture et qu'on essaye de privilégier la marche à pied et ou la bicyclette. Alors, c'est un changement très, très important, bien entendu. Mais je pense que si un nourrisson ou un bébé commence à expérimenter dès son plus jeune âge le fait de faire du vélo ou le fait de se déplacer à pied et il prend du plaisir, eh bien, ça va devenir une habitude. Et à partir du moment où ça devient une habitude, eh bien, c'est une habitude qu'il est facile d'entretenir et qu'il est facile de maintenir tout au long de son quotidien et tout au long des perspectives d'avenir. Donc, je pense que cela pourra avoir une incidence beaucoup plus importante sur la vie des jeunes enfants, le fait de faire en sorte que ce type d'habitude s'inscrivent en eux dès leur plus jeune âge, parce qu'ils feront partie intégrante de la solution. Donc, est-ce qu'il faut apprendre ou être éduqué à agir de la sorte? Bien, je pense qu'il faut d'abord être beaucoup plus ouvert à l'innovation, ouvert à la créativité, ouvert à cette possibilité de quitter la classe pour apprendre davantage dans le monde extérieur. Raquel a par exemple mentionné le travail mené à bien auprès des populations indigènes et venant d'un pays tel que l'Équateur, vous le savez certainement, il y a beaucoup de populations indigènes qui vivent dans ce pays et cela fait écho en moi. Mon expérience est effectivement celle-là. Nous avons beaucoup à apprendre et beaucoup de sagesse à retirer de ce qu'ils font. Et peut-être pouvons-nous effectivement commencer à les écouter davantage et voir quelles sont leurs façons d'appréhender le monde. That's what you're saying, getting out of the classroom. I'm just looking at the audience here. There will be, for the people online, there will be a Je question. regarde maintenant les gens qui sont ici, qui sont en ligne. Y a-t-il des questions ouvertes? Alors, pour le public ici, avez-vous une question qui vous brûle les lèvres pour les dames de ce panel à ce stade? Nous avons donc cette fantastique opportunité pour les personnes qui sont là physiquement. N'hésitez pas à poser votre question. Je peux parler en français ou vous
temps aux personnes de pouvoir changer. Ben, allez-y. Oui, je suis très intéressée par donc l'intervention de Daniela et je voulais lui demander dans quelle mesure aussi on ne peut pas intégrer la question de la justice climatique. Parce que, bon, par exemple, c'est très intéressant d'apprendre pour que l'APF a donc, des volets éducation à l'environnement avec la muraille verte. Mais si c'est juste pour apprendre voilà, la bonne gestion de l'environnement, le tri des déchets, etc., je pense que ce n'est pas suffisant. Donc, il y a cet aspect de l'approche basée sur les droits humains et de revendiquer aussi la justice climatique. Comment ça se fait qu'on est dans cette position? Quelle est la responsabilité des pays du Nord, du Sud et quel impact aussi sur tous les autres êtres vivants que les êtres humains? Quelle Oui. responsabilité on a par rapport à ça? Merci bien. Daniela, were you able to follow this question? Merci beaucoup. Daniela, avez-vous pu comprendre cette question? Donc, quelle est l'importance de la justice climatique et comment l'intégrer dans cette transformation que vous nous avez donc expliquée? Comment inclure la justice climatique? C'est très clairement un point extrêmement important ici. Alors, merci d'avoir traduit la question. Je dois dire que mon français n'est pas des plus parfaits. Alors, en fait, pour moi, il ne s'agit pas simplement de planter plus d'arbres, c'est plutôt aborder les inégalités dans le système, c'est nous assurer que on puisse améliorer les opportunités de chacun et arrêter les pratiques qui exploitent la planète. Donc, pour moi, tout ce que j'ai dit, c'est de la justice climatique. Peut-être devrais-je le dire clairement au début, parce que à partir du moment où nos systèmes éducatifs ne sont pas justes, ils reproduisent ces mauvaises relations que l'on retrouve dans notre société. C'est la raison pour laquelle le type d'éducation qui remet en question profondément les choses, qui ne reproduit pas ce que l'on a déjà, c'est là qu'on peut commencer à changer la nature de notre relation avec les autres et avec notre planète. Et donc ça, c'est une des questions de justice climatique. Pour moi, c'est vraiment extrêmement important. Yeah, I think it does. And it really Effectivement, je pense que vous avez raison. Et that moi, ça résonne très fort avec le terme décolonisation qui a été utilisé. Oui, complètement. Alors, je voudrais revenir à la question qui a été posée plus tôt. Qu'est-ce que l'on peut désapprendre? Alors, effectivement, nous devons faire les choses de façon différente, complètement différente. Il y a des approches différentes. Mais est-ce qu'on est capable de le faire? Que devons-nous désapprendre? Eh bien, il faut désapprendre les écoles comme on a maintenant. Arrêter de mettre tous les bancs vers le tableau. Arrêter de croire que c'est aux professeurs de tout apprendre. C'est vraiment à la communauté. C'est autant dans les supermarchés que le reste. Donc, il est important d'exposer les jeunes à l'environnement naturel, au partage de cet environnement, les amener au magasin local, voir comment leurs dépenses peut avoir un impact sur eux, sur le choix de ce qu'ils achètent a un impact. Avec le peu d'argent qu'ils peuvent avoir, le pouvoir du portefeuille et finalement quel impact sur la communauté. Est-ce qu'on utilise le peu d'argent que l'on a pour acheter une marque intéressante? Je suis allée l'année passée dans les parcs nationaux de Tanzanie. Ça prend 9 heures depuis la capitale. C'est vraiment euh, très, très éloigné. Et vraiment, je ne pensais pas voir un chef avec une casquette Nike sur lui.
Et donc, quand on regarde finalement la nature, la protection de la nature, je pense que la consommation, le consumérisme, ce que l'on achète dans le magasin local, etc., tout ceci est connecté avec des apprentissages pédagogiques. Tout ceci est lié avec des relations, que ce soit des relations mondiales, que ce soit du branding, que ce soit ce qui se passe à la communauté locale. Et tout ceci, finalement, renforce tout ce qui se passe dans ces communautés. Merci. Donc, ceci nous amène également au deuxième sujet, à savoir la position changeante des élèves, cet esprit critique comme principe directeur. Comment devons-nous approcher les étudiants, les élèves, de sorte à ce qu'ils soient préparés à ce monde changement? Là encore, vous pouvez voir sur le menti.com, code 52270089. Donc, que ce soit à Bruxelles ou nos autres participants en ligne, comment peut-on approcher les élèves, les étudiants, pour qu'ils soient prêts à ce rôle changeant? Alors, on a déjà mentionné 2, 3 choses, mais je pense que c'est intéressant de savoir ce que les gens pensent. Alors, si vous avez des questions, bien évidemment, vous pouvez aussi les indiquer. Vous avez peut-être une idée, c'est très bien. Mais si vous n'êtes pas sûr, si vous avez encore des questions, vous pouvez aussi les y inscrire donc dans le Mentimètre et donc débattre de philosophie, digitalisation, promouvoir l'esprit critique, leur permettre d'apprécier la nature, les intégrer dans le programme d'enseignement, structure alternative publique dont on pourrait informer les enfants, les jeunes, demander aux jeunes eux-mêmes. Oui, on peut demander effectivement aux jeunes eux-mêmes. Partant de leur sensibilité de dimension subjective, se connecter avec la nature de façon authentique. Que signifie à ce moment-là authentique? Apprendre par le jeu, que tout le monde soit responsable des petites actions de sa vie et donc utiliser leur créativité pour devenir acteurs du changement. Permettre aux enfants de pratiquer, de toucher, de ne pas juste faire des sessions en classe, comprendre les enjeux autour de soi. Cecilia. Cécilia, si vous regardez ces différentes réponses, j'espère que vous avez pu lire. Quelles sont les réponses que vous voyez? Est-ce que ce sont les réponses que vous attendez? Alors, je ne pense pas qu'il y ait une seule réponse à cette question. On devrait pouvoir tout faire. Évidemment, par rapport à ce que je pense, ce qui fonctionne bien, c'est pouvoir avoir cette connexion saine dont on parlait auparavant. Un bébé fait 100 millions de connexions chaque seconde dès la toute première année de notre vie. On peut s'assurer que cet humain pourra développer toutes ces connexions saines dans son cerveau. Et puis, quelle est la meilleure manière finalement de permettre cela? Eh bien, je dirais qu'il faut simplement s'assurer de créer des opportunités pour observer, écouter de nouvelles choses, co-créer les choses ensemble, essayer d'utiliser tous les sens pour véritablement faire partie de ce processus. Donc, en fait, il faut vraiment comprendre que pour moi, ces processus impactants doivent se faire de manière à être, à se souvenir. En fait, il faut permettre d'avoir plus de contact avec les communautés locales. Si vous avez un enfant, eh bien, vous pouvez lui permettre de rencontrer ses voisins, d'aller au magasin, comprendre la nature, expérimenter les éléments naturels qui l'entourent, jouer avec de l'eau, jouer avec tous les éléments naturels. Et c'est ce qui les rend conscients
de ce qui se passe et des différents changements que l'on peut avoir. Donc, juste un exemple, nous avons fait quelque chose avec l'air. Que pensent les enfants de la pollution aérienne, par exemple? Eh bien, c'est intéressant de voir que les enfants très jeunes peuvent être bien conscients de la dangerosité de l'air si on leur explique finalement. Donc, en fait, leur permettre d'expérimenter. Expérimenter est important. Raquel, qu'est-ce que vous en pensez dans la réserve, l'internat que vous menez? Est-ce que vous voyez cela de la même façon? Bien, l'idée, c'est de mettre les étudiants au centre de l'action. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, c'est apprendre en faisant, comme on l'a dit, leur permettre de créer. Et puis, l'aspect social également, un changement comportemental. On peut se connecter par l'art avec d'autres personnes. Avec l'art, on peut donc ouvrir notre cœur, notre corps, nos mains. Et donc, je pense que c'est vraiment un outil puissant pour l'éducation. Donc, vraiment remettre finalement les enfants au centre, les étudiants au centre de toute l'approche d'apprentissage. Pour vous, qu'est-ce qui est la chose la plus surprenante que vous ayez apprise? C'est à quel point les élèves peuvent être impliqués quand on leur donne la possibilité d'avoir leur voix au chapitre et d'utiliser cette voix pour résoudre un problème, pour fournir des solutions. Vous seriez vraiment surpris de la manière dont ils peuvent explorer les solutions de leur propre point de vue. Et donc, en fait, il s'agit de demander aux étudiants et en leur demandant, on peut être surpris. Donc, en fait, poser la question aux élèves en tant que tels, c'est l'une des choses principales que l'on peut faire, d'accord? Daniela, Daniela, avez-vous quelque chose à ajouter? Mais en fait, je reviens à mon argument principal. Nous avons institutionnalisé l'apprentissage. On a mis l'apprentissage dans les écoles et on s'intéresse plus à construire des bâtiments dans des endroits qui ont besoin d'apprentissage de base et relier ces apprentissages de base de choses aux choses desquelles on parle depuis des décennies dans ces communautés. Donc, on a institutionnalisé l'apprentissage, on a mis tout ça dans des écoles, dans des structures physiques, dans des équipements. Et je pense qu'il est plus que temps de remettre cet apprentissage en question. Pas simplement dans la forêt, ce qui est très bien, mais dans la communauté, comme ça a toujours été le cas, et formaliser finalement cet apprentissage, sa valeur, ce que l'on peut apprendre. Alors, par exemple, on doit se débarrasser des diplômes? Non, non, mais des bâtiments. Pourquoi est-ce que l'enseignement est compris comme devant être assis sur un bureau et écouter ce qui se raconte devant soi? Donc, des classes, vous ne voulez plus de classes où il y a donc un tableau noir et des cours ex cathedra. Mais on a ça aussi, parce que parfois il y a des présentations, mais nous avons par exemple un projet qui s'appelle Les Voix de Maracayou. C'est un projet audiovisuel qui permet aux élèves de parler du tourisme, du changement climatique, du développement durable. Alors évidemment, la classe là devient un espace où la technologie numérique peut également être utilisée pour mettre ce projet audiovisuel en œuvre. Donc en fait, on utilise les deux
Il y a donc la manière un peu désuète et puis on se concentre beaucoup sur l'apprentissage tout en faisant. Donc ce n'est pas simplement rester assis et écouter passivement ce qui se passe. D'accord. Y a-t-il des questions qui nous viennent du public ici à Bruxelles? Et si oui, eh bien, n'hésitez pas à poser la question. Je vais donc vous donner la parole avec plaisir. to ask them a question. Cécile, est-ce que vous en êtes déjà au point où vous envisagez de ne plus construire des écoles, en tout cas de ne plus, je ne sais pas si vous construisez des écoles, je ne pense pas, peut-être pas, mais en tout cas Non. d'envisager une autre approche que le bureau avec, ce que je dis, le tableau avec les, Oui, avec surtout sur l'éducation à l'environnement, en fait. Vous avez raison. Et moi, I relate really to what Daniela and Raquel said about Je that. suis complètement d'accord avec ce que Daniela a dit à ce sujet. Dans ce que nous voyons, en fait, des bonnes pratiques dans nos pays francophones, la plupart des messages sont passés, en fait, par rendre actifs, justement, nos étudiants, que ce soit les enfants ou que ce soit les jeunes ou même ceux à l'université. De différentes façons, vous avez différents matériels pédagogiques qu'on peut utiliser. Et le premier, c'est effectivement de les mettre sur le terrain et de leur faire expérimenter ces différentes approches. Ça peut être en donnant, par exemple, la responsabilité à ces enfants de devenir des éco-délégués. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, d'essayer de transformer son école. Ça peut vouloir dire aussi faire tout un travail pour mesurer l'empreinte écologique de votre école. Ça peut être de travailler avec à la cantine scolaire pour faire en sorte qu'on mange plus local. C'est vraiment les réancrer aussi dans leur réalité et dans la vie concrètement, que ce soit en forêt ou que ce soit en milieu urbain, en milieu rural, ça se fait tout à fait. Il y a beaucoup de bonnes pratiques qu'on devrait diffuser beaucoup plus largement. Oui, alors, juste Hélène, tu peux, can you put the results again? Because Hélène, pouvez-vous remettre les résultats, s'il vous plaît? Alors, je vais demander aux membres du panel. Merci beaucoup, Cécile. La question que vous m'avez fait surgir à l'esprit était finalement, qu'ont dit les étudiants quand on leur pose cette question? Comment les systèmes scolaires doivent m'aborder moi pour que je sois prêt pour le changement? Qu'est-ce qu'on peut voir là-bas? Qui souhaite prendre la parole? Cecilia. Cécilia, vous souhaitez prendre la parole? I think probably many children nowadays, and again, it depends if it's the rural context or the. Alors évidemment, dépend toujours du contexte rural ou du contexte urbain. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans un contexte urbain. Beaucoup d'enfants vivent dans les villes. Je sais que beaucoup d'enfants aiment apprendre par la technologie. Et je crois que c'est quelque chose qu'on a pu voir également au cours de la pandémie. Je pense que le système académique ne s'est jamais adapté aussi rapidement au changement. Alors, est-ce bien ou pas? Il y a une fracture numérique dans de nombreux pays. Il est difficile évidemment de surmonter cela, mais en tout cas, on sait qu'on peut changer le système éducatif. Oui, tout à fait. Ce qui est déjà un bon point. Le secteur de l'éducation dit souvent, ah, on ne peut pas changer parce que ceci ou cela. Et en fait, la pandémie a montré que l'on peut changer, qu'on peut changer rapidement. Alors, il y a différents réseaux technologiques. Je pense qu'il faut aussi être assez prudent quant à l'équilibre à trouver. Daniela, quelle serait la réponse à cette question d'un étudiant, à votre avis? Opportunities to influence. L'opportunité d'influencer. Oui, tout à fait. Je pense qu'ils ont les outils à leur disposition que pour pouvoir découvrir ce dont ils ont besoin et ce qu'ils
souhaitent savoir. Je pense que souvent, au niveau de l'école, on se focalise beaucoup trop là-dessus, mais ce qu'il faut faire, c'est les aider à voir comment ils peuvent exercer une certaine influence sur leur communauté, sur les gouvernements, sur les aspects sociaux, dans le cadre de leur travail, lorsqu'ils vont, par exemple, accéder au marché de l'emploi. Comment vont-ils pouvoir exercer une influence pour imprimer un changement ou façonner un changement? Parce que généralement, on leur apprend à descendre dans la rue et protester. Et ce n'est pas vraiment ce qui va imprimer un changement. Ça va juste rendre leur voix plus visible, bien entendu. Et je crois que la plupart des établissements scolaires ne leur ont pas montré de quelle façon ils pouvaient véritablement influencer le cours des choses, qu'ils avaient la possibilité d'influencer et les manières diverses et variées de le faire, et puis la façon la plus efficace de le faire également. Et je pense que si on leur donne des expériences de la vraie vie par rapport à ce changement imprimé au niveau de la collectivité, au niveau de leurs parents ou au niveau de groupes de bénévoles, eh bien, ils auront probablement la possibilité de s'améliorer et ils auront la possibilité d'apprendre à faire, mais ils auront également, en sus de cela, la possibilité d'imprimer ce changement. Alors, une autre question ici en salle. Pose ma question en français. Donc, c'est vraiment intéressant les approches qu'on a présentées par rapport au changement dans le système d'éducation et l'éducation. Et nous sommes en train de voir les questions environnementales, sachant qu'on travaille au niveau local pour chercher des solutions globales. Maintenant, ma question, c'est de savoir, on ne veut sortir les enfants de l'école, on veut sortir des écoles bâtiments vers l'école nature. On veut apprendre une autre façon de faire pour connecter les gens avec la nature. Ça, c'est ceux qui ont déjà l'école. C'est ceux qui travaillent déjà dans le système qui, on dit les systèmes, maintenant on cherche les systèmes best practice. Ça veut dire ceux qui ont essayé ça et qui sont déjà dans la nature. Oui. Mais je vais poser la question, est-ce que vous avez étudié ceux qui n'ont jamais connu les bâtiments? Est-ce que vous savez qu'en Afrique subsaharienne, il y a des enfants qui n'ont jamais eu de classe. Ils sont sous l'arbre et c'est l'école. Le tableau, on écrit sur les papiers, on s'assied par terre, on a toujours fait ça. Ça veut dire qu'ils sont maintenant les professeurs. Est-ce qu'on peut partir maintenant chez eux, oublier les systèmes politiques existants et étudier, comprendre et tirer des leçons de ceux qui n'ont jamais eu l'école, ceux qui n'ont pas d'ordinateur jusqu'à aujourd'hui. Quand on parle de digitalisation, on parle d'ordinateur sur le cours, même à l'université. Il y a des lycées en Afrique, les enfants n'ont jamais vu, je dis voir, pas toucher un ordinateur. Oui. Est-ce que maintenant, dans le cadre de la coopération au développement, on peut imaginer que maintenant on rentre dans ces sociétés parce qu'ils sont dans ce que vous cherchez. Oui. Maintenant, on va étudier ça, on tire des leçons et on applique dans les écoles qu'on veut détruire ou bien reconstruire. Que peut-on apprendre donc des écoles? Pas seulement apprendre, mais il faudrait apprendre et puis bâtir, reconceptualiser les choses. Oui, comment reconstruire l'éducation? Oui, comment reconstruire l'éducation à partir d'élèves, d'enfants qui n'ont pas encore qui n'ont jamais eu l'occasion d'être dans un bâtiment et qui sont déjà dans la nature. Bien. Cécile, je vais vous donner cette question-ci. Et on va en venir aussi au prochain. Comment faire pour reconstituer donc l'éducation, peut-être même à partir donc de personnes qui n'ont jamais connu le bâtiment même? Alors effectivement, bon, quand même en zone très sahélienne, il y a quand même des écoles qui sont avec des parpaings et des tôles et on crève de chaud dessous et on n'y reste pas très longtemps. Mais il y a quand même des écoles. Cependant, effectivement, la question est tout à fait valable, bien entendu, et je crois que c'est important d'y répondre. Nous, on y répond de plusieurs manières. Bien sûr, il faut distribuer et faire en sorte qu'ils aient accès aussi au numérique, et c'est ce qu'on fait à travers les CLAC. Ce sont des centres d'éducation et d'informations culturelles qui sont au nombre de 350 à peu près dans nos pays francophones africains. Et là, c'est des tablettes qui marchent aussi en 2G, 3G. Mais
c'est pas suffisant. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on peut pousser de l'information et de l'éducation aussi sur les téléphones. Aujourd'hui, le nombre de personnes qui ont des téléphones, qui ne sont pas forcément des smartphones, hein, mais il suffit d'avoir la 2G ou 3G pour pousser déjà de l'information et de l'éducation là-dessus. Et Et donc ça, c'est Cécile, quelque chose... Cécile, comment intégrez-vous donc est-ce que vous avez déjà dans vos programmes l'intégration des connaissances de ces personnes-ci sous les baobabs en train d'apprendre pour redéfinir l'éducation? Est-ce que vous intégrez déjà ces connaissances-ci? Mais en fait, ce que nous voyons, c'est que l'éducation, même sous un baobab, enfin moi, j'en ai pas vu sous les baobabs, hein, mais sous la tôle ondulée, l'éducation est en fait reste très formelle. Et c'est là où justement, il faudrait peut-être qu'on les connecte mieux, ces enfants, à leur réalité, qu'on leur dise et qu'on leur donne les outils pour justement réagir à ces changements climatiques qu'ils constatent et qu'ils vivent concrètement. Parce qu'apprendre à lire et à écrire, c'est super, mais apprendre à lire et écrire et tout en s'adaptant à notre milieu, c'est encore mieux. Oui, d'accord. On va passer au troisième sujet, qui, vous le verrez aussi sur votre Mentimeter, traite un peu de la place à donner à l'éducation climatique. Quand on se réalise que beaucoup d'enfants et de jeunes ne reçoivent pas d'éducation formelle, ne reçoivent pas d'éducation de base, que faut-il faire avec cela? D'abord, une question. Combien d'enfants et de jeunes ne reçoivent pas d'éducation de base? Et c'est des chiffres de l'UNESCO. À votre avis, c'est 144 millions, 144, 344 ou 444 millions, à votre avis? Quel est... Et on voit un peu le résultat qui entre. Et donc, on voit que surtout beaucoup de personnes pensent que c'est 344 millions. Certains pensent que c'est 440 millions, 244 millions. En fait, la bonne réponse, en tout cas d'après l'UNESCO, c'est 244 millions, ce qui néanmoins reste énorme. Donc, il y a quelque chose, quelque chose de très urgent avec quelque chose de très urgent dans ceci. Et une question qui rejoint la question que la dame vient de poser: comment préparer ces enfants? Quelle éducation ont-ils besoin pour comment préparer ces enfants donc, à ce monde changeant où le changement climatique est vraiment très va devenir ne va pas devenir l'est déjà, est déjà très urgent en fait. Et quelle est l'éducation dont ces enfants ont besoin, à votre avis? Je vous laisse. Leur donnant les capacités pour construire des solutions innovantes. Give them access to quality basic. Leur donner l'accès à un enseignement de base de qualité, apprendre à lire et écrire et réfléchir de façon critique sur les connaissances qui ont été glanées. La révolution, point d'exclamation. Les compétences de vie. Alors, une éducation qui soit pertinente du point de vue culturel et qui soit ancrée dans le local. Partir de la culture des parents qui sont eux-mêmes sensibilisés, l'éducation au grand air, en plein air, apprendre à revendiquer ses droits, que pouvons-nous leur apprendre, devons-nous changer leur style de vie, pensée critique et conception et concevoir également des compétences qui soient beaucoup plus axées sur la réflexion. Donc, il y a ces compétences de vie, il y a cette notion de révolution également. Alors, Daniela, comment allez-vous orchestrer cette révolution? Comment pensez-vous enclencher cette révolution? Est-ce que vous pourriez nous parler de cela? Je ne pense pas que nous ayons besoin d'une révolution, mais nous avons besoin de transformation en lieu et place de cela, me semble-t-il. Je crois qu'effectivement, nous devons pouvoir intégrer les modes d'apprentissage et les modes de vie que nous avons depuis des siècles, et nous devons pouvoir intégrer tout cela
avec la façon dont nous voulons faire progresser ce type de connexion. Il faut probablement imbriquer les deux. Et c'est peut-être par la révolution, ou ce sera peut-être une façon révolutionnaire de mettre bout à bout ces deux éléments et de faire en sorte qu'ils puissent s'apparier. Quoi qu'il en soit, ce que nous voulons faire, c'est véritablement connecter cette réalité et ces réalités avec l'apprentissage, parce que l'apprentissage qui se produit dans ces classes est parfois tellement artificiel, tellement déconnecté de la réalité dans laquelle on évolue, que l'on a en fin de compte deux choses complètement différentes, alors que ça ne devrait pas être le cas. Ces choses doivent être imbriquées et pas distinctes. Si nous voulons avoir la moindre chance de survivre au changement climatique et de survivre à la cohorte de choses qui vont en découler, eh bien, nous devons agir comme je viens de le décrire. Je vous ai parlé de certains pays qui nous préoccupent au plus haut point, parce qu'à l'échelon mondial, nous avons effectivement des situations où nous sommes confrontés à un échec pur et simple de l'éducation. Donc, il faut connecter ce qui se passe dans la classe avec ce qui se passe au quotidien, dans notre vie. Il faut connecter la tête, le cœur et les mains. Il faut connecter les communautés entre elles et les connecter avec le monde académique et universitaire. Donc, je ne dis pas qu'il ne faille pas scolariser les enfants au sens noble du terme, ce n'est pas du tout ce que je dis, je parle tout simplement de connexion plus en prise avec la réalité et la réalité à laquelle nous sommes toutes et tous confrontés. Alors, comment savoir si on est sur le bon chemin en la matière? Comment pouvoir le déterminer? En tout cas, en tant qu'universitaire ou personne versée dans la recherche, comment pouvez-vous justement attester du fait que nous sommes sur le bon chemin? Alors, je ne sais pas si vous m'avez présenté correctement, mais je ne suis pas universitaire de formation. Mon expérience découle davantage de ce contact direct que j'ai pu avoir avec les communautés et avec les politiques d'ailleurs. J'ai eu la possibilité de me frotter à toutes ces questions sur le terrain. Et pour nous, c'est effectivement quelque chose de très, très important. Nous constatons des changements visibles et il y a eu beaucoup de changements positifs qui sont intervenus d'ailleurs, en particulier dans des pays d'Asie et d'Afrique. En Amérique latine, lorsque je me rends en Colombie, par exemple, et lorsque je vois le travail qui est effectué sur le terrain, notamment par rapport à la connexion avec les racines locales et la connexion par rapport aux aspirations phares que l'on peut nourrir par rapport à l'avenir, eh bien, je constate qu'il y a toujours ce phénomène de vie harmonieuse avec l'environnement et qu'il y a toujours ce souhait de développer des compétences et des aptitudes par rapport à l'environnement pour pouvoir justement développer des économies autour de cela. Il y a une richesse de pratiques disponibles sur place et il faudrait probablement une conférence entière pour pouvoir échanger sur ces différents éléments. Mais nous sommes parfois tellement pressés par le temps que nous n'avons pas la possibilité d'en parler et nous nous focalisons dès lors sur des principes, mais nous ne prenons pas toujours la peine de partager tous ces exemples magnifiques et merveilleux qui se déroulent ça et là. Bien, donc il faut peut-être se départir alors le terme fossilisé n'est peut-être pas correct, mais peut-être d'une éducation qui soit un peu trop fossilisée, se départir de cela pour pouvoir se connecter à ce monde qui nous entoure. Merci beaucoup, Daniela. Raquel, comment percevez-vous cette notion de pensée critique, notamment dans le cas de ces jeunes filles qui fréquentent le pensionnat? Est-ce que vous avez pu voir un changement? Est-ce que vous avez pu constater qu'il y avait une façon différente de penser suite à leur vécu et leur expérience sur place? Oui, effectivement. Alors, j'en reviens donc à votre question. Comment pouvons-nous voir si nous sommes sur le bon chemin, sur la bonne voie? Eh bien, à cet égard, je serais heureuse de partager quelque chose avec vous. Les étudiantes de ce pensionnat auquel j'ai fait allusion, une fois qu'elles ont décroché leur diplôme, ont décidé, après quelques années, de pouvoir justement créer une association qui fait allusion aux semences, aux graines qui ont pu être semées, si je puis dire, par ce pensionnat. Et ils essayent par ce biais-là de promouvoir toute une série d'actions qu'ils jugent importantes. Et hier, un de nos anciens étudiants était aux Pays-Bas pour y recevoir un prix, une récompense pour ce qui avait été mis sur pied par ce biais-là. Donc, nous constatons effectivement l'impact du travail que nous avons déployé auprès de ces jeunes filles au cœur même de la forêt. Nous avons pu effectivement éduquer une nouvelle génération de jeunes femmes et de jeunes filles qui vont devenir des agents de changement.
Donc, il y avait une de vos anciennes élèves qui était aux Pays-Bas pas plus tard qu'hier. Et quel était son vécu? Est-ce qu'elle a eu la possibilité de vous faire part de son vécu, de son expérience en termes d'esprit critique? Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'avoir des retours. Oui, en fait, nous avons beaucoup de jeunes filles qui ont accès à des bourses pour pouvoir étudier à l'étranger. Il y a 3 jeunes filles qui sont allées dans une université au Costa Rica, par exemple, et qui ont décroché une bourse pour ce faire. La plupart d'entre elles peuvent également travailler dans des entreprises où elles essayent de promouvoir cette approche durable et pérenne. Donc, cette éducation transforme effectivement leur vie quotidienne parce que c'est tout à fait pertinent par rapport à la réalité dans laquelle nous évoluons. Et je voulais effectivement insister là-dessus. Il faut avoir une éducation qui soit pertinente à l'aune de la réalité dans laquelle nous sommes appelés à nous mouvoir. Et je crois que c'est probablement la clé de ce qu'il faudra faire au cours ou à l'aube du nouveau siècle, si je puis dire. Alors, une autre question pour Cécilia. Il ne nous reste plus que 9 minutes avant la pause, avant le terme de cette session. Mais Cécilia, j'ai une autre question à vous poser. Quels sont les 2 messages qu'il faudrait peut-être retirer en ce qui vous concerne de la session de travail que nous venons d'avoir? Bien, merci. Alors, il y a beaucoup à dire, mais si je ne devais choisir que 2 éléments importants, je dirais que le système éducatif doit garantir des connexions beaucoup plus saines, comme je l'ai dit. Et lorsque je parle de connexion, je parle de connexion avec la nature, de connexion entre les humains, de connexion entre les gens. C'est quelque chose qui s'applique non seulement aux élèves, aux enfants, mais à tout un chacun en règle générale. Il nous faut davantage d'espace où opérer ces connexions, il nous faut davantage d'opportunités pour promouvoir ce type d'échange auquel Raquel a d'ailleurs fait allusion. Donc, pour moi, la chose importante ici, c'est vraiment de repenser ce système éducatif comme étant une opportunité de se connecter avec ce qui se produit actuellement autour de nous. Et puis, le deuxième élément sur lequel je voudrais m'appesantir est le suivant. Je pense que nos systèmes pédagogiques et éducatifs doivent avoir pour objectif de permettre aux enfants de développer des compétences qui pourront s'avérer utiles et qui leur permettront de développer leur créativité et d'utiliser cette créativité au service des défis auxquels ils se heurteront à l'avenir. Et je crois que je parle du système, je ne parle pas du système pédagogique uniquement, mais je parle également du système social qui gravite autour. Il faut voir comment nous allons pouvoir étayer, soutenir ce type de création, comment nous allons pouvoir véritablement promouvoir ces nouvelles compétences qui doivent être acquises. Alors, ces compétences dépendront du monde dans lequel nous vivons ou de l'endroit où nous vivons, mais je crois qu'il faut probablement changer la donne, apprendre, développer des compétences, avoir cette sagesse des communautés ambiantes et essayer d'appréhender véritablement ce qui se passe autour de nous. Ce sont en essence les 2 messages phares que je souhaiterais retenir de nos discussions. Merci beaucoup, Cécilia. Alors, à présent, pour les personnes qui sont présentes ici dans le public, j'ai posé également la même question, à savoir quels sont les éléments que vous pouvez retirer de cette session. 2 messages qu'il faudrait retenir de cette séance. De cette séance. Merci beaucoup. Écoutez, moi, je retiens horizontalité. Je crois qu'il faut qu'on casse les silos. Donc, c'est incroyable et vraiment positif d'avoir une session justement sur l'éducation à l'environnement et au changement climatique parce qu'on en parle peu. Donc, ça, c'est la première chose. Et je ne vais pas reprendre ce que disait Cécilia, mais c'est vraiment ça. Faire en sorte que l'éducation soit une opportunité pour les enfants de se connecter avec leur monde réel. Et puis, circularité. Si on veut faire en sorte que notre monde, qu'il y ait ce sursaut vers un monde plus durable, il faut qu'on donne les outils à nos enfants dans n'importe quel milieu, qu'ils soient sous des baobabs, des tôles ondulées ou dans des classes en dur et magnifiques, pour penser différemment et penser ce monde de façon circulaire et non plus linéaire. D'accord, merci, merci Cécile. Raquel, what are for you the two messages? Raquel, même question pour vous. Quels sont les 2 messages à garder à l'esprit suite à cet échange que nous venons d'avoir? Raquel, est-ce que vous m'avez entendu? Non, je ne vous ai pas entendu.
Même question pour vous, c'est bien ce que je pensais. Quels sont les deux messages principaux que vous souhaiteriez garder en tête à l'issue des discussions que nous venons d'avoir? Faisons en sorte que l'éducation soit pertinente par rapport à nos réalités et remettons les étudiants au cœur même de nos actions. Très, très bien. L'éducation au centre de nos actions et surtout les élèves au centre de nos actions. Non, c'est les étudiants qui doivent être et les élèves qui doivent être au cœur des actions et pas l'éducation. Et il faut faire en sorte que l'éducation soit pertinente par rapport aux défis que nous rencontrons. C'est vraiment ce que j'ai voulu dire. Oui, effectivement. Merci beaucoup. J'avais mal reformulé votre propos. Daniela, quels seraient les deux principaux messages que vous souhaiteriez retenir? Bien, moi je voudrais renforcer les messages initialement diffusés. Il est effectivement pertinent de changer nos écoles et que l'on fasse en sorte qu'elles ne soient plus des miroirs, mais plutôt des phares dans la nuit, que l'on puisse indiquer comment les choses fonctionnent dans notre société, dans les écoles, dans les différentes collectivités. Les écoles et les opportunités d'apprentissage doivent être exploitées pour voir ce qui pourrait être plutôt que ce qui est, créer des alternatives par rapport au monde dans lequel nous vivons actuellement. Et cela implique le développement et le déploiement de compétences différentes, de façons de penser différentes, notamment par rapport à ce qui a été déployé jusqu'à présent au niveau du secteur de l'éducation. Et l'éducation au changement climatique détient la clé de cette transformation d'un monde vers l'autre. Et je souhaiterais que davantage d'étudiants et d'éducateurs tiennent compte du message d'éducation au changement climatique tel que nous le distillons et ce au sens fort du terme et faire en sorte que l'éducation devienne un véritable phare dans la nuit. Alors nous allons nous tourner vers vous, chers membres du public, pour voir quels sont les principaux termes qui vous marquent ou qui vous ont marqué à l'issue de cette session. Repenser l'éducation, avoir quelque chose d'authentique, de digne de sens, etc., etc. Donc, vous pouvez lire vous-même tout ce qui apparaît ici sur le transparent. Il ne me reste plus qu'à vous remercier toutes les quatre d'avoir participé à cet atelier. Daniela Tilbury. Alors, je vais devoir reprendre les noms parce que je vous ai appelé par vos prénoms jusqu'à présent pendant tout cet échange, mais je voudrais remercier ensuite de Daniela Tilbury, je voudrais remercier Raquel Fratta, Cecilia Vaca-Jones et Cécile Martin-Phipps. Merci du fond du cœur pour vos contributions, pour vos propos pour le moins éclairants. Et je pense que sur cette note, nous pouvons passer à la thématique suivante, l'éducation en tant que pouvoir de transformation. Merci beaucoup. Alors, avant de passer à la pause en tant que telle, qui est prévue jusqu'à 16 h, heure de Bruxelles, donc vérifiez quelle est l'heure actuellement chez vous, mais il y a une toute dernière question que je voudrais vous poser. Quelle est votre évaluation de la session de travail que nous venons d'avoir? Cela nous permettra de nous améliorer pour la suite. Donc, nous allons avoir la pause jusqu'à 16 h et immédiatement après 16 h, nous aborderons la thématique des enseignants comme agents de changement. Cela nous permettra de voir comment nous pouvons faire en sorte que les enseignants deviennent de véritables agents du changement sur le plan climatique. Et c'est l'International de l'éducation qui ouvrira le bal, si je puis dire, en nous entretenant d'un projet qui a été mené à bien dans ce domaine. Je vous souhaite une excellente pause. Quel que soit votre fuseau horaire, retenez que nous nous retrouvons à 16 h, heure de Bruxelles, à savoir d'ici une demi-heure. Merci beaucoup. À tout à l'heure.